Tu sais, c'est quoi le problème aujourd'hui ? Le véritable problème, c'est effectivement une montée en puissance de l'individualisme. Ah oui, quelle plaie ça, l'individualisme. Mais en même temps, c'est pas nouveau, non ? Si, c'est un truc de jeunes. Enfin, plutôt de vieux jeunes. Vous connaissez sans doute le terme génération Y, un terme né il y a quelques années pour décrire ces jeunes nés entre les années 80 et 2000, une génération connectée, habituée au numérique, individualiste, avec un rapport différent à l'autorité. Bref, ils ne ressemblent pas vraiment à leurs aînés. Ce terme d'individualisme est utilisé pour dire que les jeunes sont solitaires, qu'ils préfèrent travailler pour eux-mêmes, être leur propre patron. Évidemment qu'ils sont égoïstes et qu'ils ne s'intéressent qu'aux likes et au toc-toc sur leur téléphone. Ah bon ? Parce que moi, dernièrement, j'ai surtout vu que les jeunes vivent de plus en plus longtemps chez leurs parents et qu'ils ont besoin d'eux pour louer ou acheter un logement. Est-ce qu'il n'y aurait pas un paradoxe là ? Eh bah si, justement. Aujourd'hui, on va parler des familles françaises et surtout de leur argent. Notre pays aime la finance magique. La finance magique, on peut toujours la déclarer. Il n'y a pas d'argent magique. Le gouvernement s'est auto-congratulé à 100 milliards d'euros. J'ai sauvé l'économie française. Il n'y a pas d'argent magique. Depuis plusieurs décennies maintenant, avoir des parents riches, ou même avec un minimum de patrimoine, c'est un coup de pouce de plus en plus utile dans la vie. Comme on l'a dit, les enfants doivent vivre de plus en plus longtemps chez leurs parents, faute de logements abordables et d'offres d'emploi décentes. À titre personnel, vous, ou peut-être au moins des proches à vous, ont reçu de l'aide de leurs parents qui pouvaient le faire. Que ce soit pour aider à payer le premier logement loin de la maison pendant les études, ou les études elles-mêmes, d'autres encore ont réussi à acheter leur premier logement grâce à un don de leurs parents. Ça sonne pas très individualiste, cette affaire, hein ? Et non. D'ailleurs, sur Stupid Economics, on avait publié une vidéo sur la question de la famille et des héritages dans laquelle on mentionnait une étude de 2017. Cette étude se demandait s'il était possible d'éviter de finir dans une société d'héritiers. Et alors, 8 ans plus tard, on a réussi à changer les choses ? Bif bof. Et donc, il va y avoir, et c'est déjà documenté par plein d'études, vraiment le risque d'une société à deux vitesses finalement, une société où certains vont bénéficier des ressources de leur famille, et donc cette partie de la société va continuer de bien vivre finalement, mais il restera une deuxième partie de la société qui, elle, n'aura que son travail et qui aura beaucoup plus de difficultés à créer des entreprises, à accéder à la propriété immobilière. On pourrait penser que ça a toujours été comme ça. Bah oui, c'est pas nouveau qu'être né dans une famille riche plutôt que fauché, c'est un bon plan. Même dans la France des 30 glorieuses, la fameuse période où le petit ouvrier pouvait devenir grand patron et où la croissance était infinie, bah on voyait déjà que certains étaient plus avantagés que d'autres. Oui, je suis née dans le 16e. Pourquoi ? Alors là, moi, j'aime le confort. Quand je pars en vacances, il me faut une villa. J'aime pas aller à la plage avec tout le monde. J'aime absolument mon confort avant tout. La différence, en fait, c'est que dans les années 60 à 80, la plupart des Français allaient dans la même direction, vers l'enrichissement. C'est la grande époque où la population accède à des équipements qui changent la vie. Salle de bain, télé, frigo, machine à laver, voiture. Mais depuis, ce qui est le plus notable, c'est la différence de vitesse d'enrichissement. Une accélération d'une partie de la France qui s'explique principalement par la solidarité familiale. C'est ce que l'on trouve dans l'évolution des sommes transmises par succession et donation. En 1980, ça représentait autour de 8% du revenu des ménages. Dans les années 2020, c'est passé à 19%. Et en l'état, on peut s'attendre à ce que ça aille jusqu'à 32% à l'horizon 2050. C'est là que ça devient dur de parler de l'individualisme de toute une génération quand un quart et bientôt peut-être un tiers de la richesse des foyers français dépend de la famille. Et ce que ça veut dire concrètement, c'est que le statut économique d'un Français est de moins en moins lié à son travail qu'à sa naissance. Donc dans les années 80, si vous aviez un collègue avec le même boulot, que vous bossiez un peu plus de 30 ans chacun avec un salaire similaire, vous aviez à peu près le même train de vie, à 8% près. En 2025, ou pire en 2050, dans les mêmes conditions de travail, il est probable que vous n'ayez pas du tout la même réalité économique. C'est que là, même avec l'augmentation de salaire de l'année dernière, le marché du logement, c'est quand même vachement chaud. On a déjà les deux petits qui se partagent une chambre, on peut pas se payer plus grand. Non, je pense qu'on va juste abandonner l'idée d'en faire un troisième, et voilà. Ah ouais, non, mais le marché du logement ne m'en parle pas. Tu sais, on avait hérité d'un logement, là, à Bordeaux. On s'est dit, une petite maison de vacances pour les petits, c'est super sympa, en province, ils vont adorer. Mais on a vu les taxes foncières, on a été obligé de le mettre à la location. Un scandale. J'ai l'impression qu'on ne partage pas les mêmes valeurs, Marina. Cette différence entre les destins s'explique de plusieurs manières. D'abord, c'est l'absence de guerre sur le territoire français métropolitain depuis 1945. Pas de pillage, de bombardement de villes, donc pas de destruction massive de richesses. Logiquement, le patrimoine a pu se cumuler et donc se transmettre.
La deuxième raison qui explique ces inégalités, c'est la construction d'une sorte de bloc politico-économique très puissant, la France des propriétaires. Une partie conséquente de la population a pu profiter d'une situation économique et de politique propice à l'accession à la propriété avant les années 2010, et même d'une plus-value très importante de leur valeur. Depuis, les politiques chouchoutent ces propriétaires fonciers, ce qui tend à favoriser les mesures qui protègent leur droit à la propriété, leurs capitaux immobiliers et leur transmission. Ouais. La défense des propriétaires est omniprésente. On peut citer une taxe foncière qui n'a pas été révisée depuis 50 ans malgré sa tendance à favoriser les propriétaires aisés des centres-villes, des subventions de toutes sortes pour réaliser des travaux qui préservent la valeur des biens et une panoplie de dispositifs pour défiscaliser une résidence principale, un investissement locatif ou même une résidence secondaire. Bref, l'État aime les proprios et c'est pas un secret. Je propose que l'on fasse de la France un pays de propriétaires. Parce que lorsqu'on a accédé à la propriété, on respecte son immeuble, son quartier, son environnement et donc les autres. Parce que lorsque l'on a accédé à la propriété, on est moins vulnérable aux accidents de la vie. Cette protection de la propriété, on pourrait même l'inscrire dans le Guinness Book puisque les Français détiennent le record du monde du plus grand nombre de maisons secondaires. Et ça, c'est pas rien. Finalement, en France, on n'a pas de pétrole, on n'a pas forcément d'idées non plus, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a qui ont un paquet de maisons secondaires. Et après quelques décennies d'augmentation de la valeur immobilière et de protection politique, on arrive à une situation d'inégalité générationnelle. Le patrimoine médian des 60-69 ans a augmenté fortement jusqu'à arriver à 214 300 € en 2021, soit 4 fois plus que celui des 30-39 ans qui se limite à 49 400 €. C'est vrai que c'est pas bien riche un trentenaire français. Et non, et surtout que le gouffre de patrimoine n'a pas toujours été aussi fort. Ce graphique tiré de l'étude de 2017 dont on parlait montre l'évolution des patrimoines selon les âges. Alors qu'en 1986, les trentenaires avaient un patrimoine médian presque 2 fois supérieur aux septuagénaires, et en 2021, la situation est plus qu'inversée. En ajoutant les données de 2021, on voit que le patrimoine médian des ménages de plus de 70 ans est 4 fois plus élevé que celui des trentenaires. Et forcément, puisque ce sont les vieux qui votent et que ce sont eux qui ont le patrimoine, et derrière, les politiques défendent ce patrimoine. Logique. Cette France des propriétaires, majoritairement satisfaits de leur logement, ont vécu et construit leur vision du monde dans une société où l'héritage, c'était juste un bonus, le petit 8% en plus quoi. Alors beaucoup mettent du temps à se rendre compte des problématiques du logement des années 2020, de l'absurdité d'avoir des jeunes familles aussi mal logées, et du fossé qui se creuse dans les jeunes générations entre ceux qui vont hériter et ceux qui n'auront pas cette chance. Et voilà comment on se retrouve dans une société à 2 vitesses. L'accumulation du patrimoine, qui a eu lieu pendant cette longue période de paix et qui a été aidée par des politiques accommodantes, font que la succession des seigneurs français est aujourd'hui un véritable trésor. Après, ça veut pas dire que tous les seniors sont riches pareil, il y a de grosses disparités. Par exemple, les 10% des soixantenaires les plus riches ont un patrimoine médian de 677 000 €, tandis que les 10% les plus pauvres sont à 3 800 €. Forcément, les héritages ne vont pas être les mêmes. Et ensuite, ça vient nous parler valeur travail et méritocratie. Sauf que là, vous allez nous dire qu'il y a forcément un souci quelque part dans notre analyse. Parce que c'est bien connu, notre système français de redistribution est ultra confiscatoire, quasi communiste, là, tout est taxé, double taxé. Il y aurait comme un autre paradoxe, là. En fait, il y a une mauvaise compréhension du fonctionnement de notre système redistributif français qui vient de l'absence d'astérisque sur notre devise républicaine. Liberté, égalité, fraternité. L'égalité en droit sous réserve de la complexité des lois qui ne vous permet pas de les connaître, de les comprendre ou de les mobiliser, donc d'anticiper, d'optimiser et d'éviter l'application de l'esprit de la loi. La taxe à la française, en fait, c'est un peu comme notre orthographe tout pété, un amas de règles qui comprennent toutes des exceptions. Alors il y a bijoux, cailloux, chou, genou, hibou, joujou, pou. Et voilà, ça prend un X au pluriel, pas un S, faut le savoir, c'est tout. On peut optimiser, il faut optimiser sa donation. Bien sûr qu'il faut optimiser sa donation. C'est vrai que les droits de succession en France sont très élevés puisqu'on grimpe vite dans la tranche des 45%, mais il existe un certain nombre d'astuces qui permettent de réduire considérablement la facture. Donc en fait, l'impôt sur la succession à la française, déjà, il n'est pas si élevé que ça. Si quand même, 45%. Alors oui, mais crois-moi, ça ne concerne pas la majorité des gens. Regarde. À partir de quel niveau qu'on est à 45%? Alors l'assurance vie, ça dépend si vous êtes en ligne directe, pas en ligne directe. En ligne directe, ouais. En ligne directe, alors je voudrais pas vous raconter de bêtises, donc c'est de mémoire, on doit être environ autour de 1 500 000 Ah oui, quand même. part. Alors, c'est ouais, quand même. C'est vrai. Il dit on arrive très vite sur 45%.
Je vous l'accorde. On n'est pas tous aussi riches que vous. Parce qu'en fait, c'est un impôt qui est plein d'exceptions. Avec 3 ou 4 enfants, en cumulant les abattements de 100 000 € par parent et par enfant, en ajoutant des donations du vivant tous les 15 ans par parent et grands-parents qui vivent de plus en plus longtemps, avec une assurance vie largement défiscalisée, une SCI pour le transfert immobilier, et puis pour les entreprises, vous pouvez regarder du côté du pacte Dutreil. Si avec tout ça, vous arrivez à payer des impôts sur la succession, alors il est temps, vraiment temps, de changer de gestionnaire de patrimoine. C'est un peu compliqué, hein, la fiscalité en France, et particulièrement le régime des donations. Hein, il faut choisir la bonne case. C'est pour ça qu'il faut être bien conseillé. Eh ben oui, tu parles que c'est compliqué. Hein. Et du coup, en fait, les seuls qui se retrouvent à payer un montant conséquent, c'est les Français assez riches pour être taxés, mais pas assez pour se payer un conseiller. Ou alors celles et ceux qui sont malheureusement concernés par une mort prématurée ou accidentelle. Effectivement, il est possible que les héritiers se retrouvent avec un héritage non optimisé, et dans ce cas-là, l'impôt sur la succession d'une maison à 300 000 €, par exemple, à transmettre à un enfant unique, peut monter à 38 000 €. À ça, il faut ajouter des frais de notaire qui peuvent atteindre les 10 000 €. Au final, on arrive à 16% de la succession totale. Mais là, on parle d'un truc vraiment pas optimisé, hein, parce que ce que montre notamment Oxfam, c'est que dans les faits, les plus riches, en anticipant, ils peuvent descendre à 10% de droits de succession grâce à... C'est un certain nombre d'astuces qui permettent de réduire considérablement la facture. Par contre, les quelques Français un peu riches, mais pas trop, qui n'ont pas su ou qui n'ont pas pu optimiser, alors eux, ça les fout en rogne de payer cet impôt. Et les médias de droite n'hésitent pas à s'appuyer sur cette colère pour dénoncer un impôt confiscatoire, à supprimer, ça oui, mais alors certainement pas améliorer. C'est l'éternel débat sur la taxation des successions, une obsession bien française qui revient à l'Assemblée, puisqu'apparemment il est impossible de faire des économies, on cherche à imposer tout ce qui bouge, et même ce qui ne bouge plus. Non contente de taxer les riches vivants, la gauche veut aussi taxer les riches morts. Mais si la taxation sur l'héritage était vraiment confiscatoire, alors cet épisode n'existerait pas. Oh, y a paradoxe là. Enfin, je veux dire, on peut pas à la fois constater que clairement le patrimoine hérité représente une part de plus en plus importante de la richesse des ménages, et en même temps dire qu'on a un impôt confiscatoire sur l'héritage. Parce que, ok, on est sur Blast, médias de gauche, tout ça, mais c'est pas nous qui les avons sortis de notre chapeau, ces chiffres-là. Ils viennent même d'un site super officiel, .gouv.fr. Après, on va avoir tout un tas de gens qui vont nous dire que, bon, certes, l'héritage, c'est pas ultra égalitaire, il y a des gens qui sont nés riches, d'autres pas, mais bon, c'est des histoires de famille, ça. Et puis, il faut pas être jaloux. De toute façon, chacun doit se concentrer sur sa carrière, sa vie, son chemin. Et puis, surtout, le plus important, c'est de croire en soi, d'y aller à fond, de se donner, de pas compter ses heures. Ce qui compte, c'est la passion. Travailler sur une ligne de production, c'est pas une punition. C'est pour ton pays, c'est pour la magie. Attendez, j'ai un post LinkedIn à faire. Ah oui, là, ça... Mais non, c'est pas comme ça que ça marche, la vie, parce que l'argent, c'est du pouvoir. Le pouvoir d'achat, généralement, on n'en parle que pour acheter des œufs, du pain ou faire un plein d'essence. Mais c'est aussi le pouvoir d'acheter le terrain du voisin, de se payer des avocats en cas de contrariété, des gros bras, un média. Et même des lois quand on a beaucoup de pouvoir. Et c'est pour ça que la question de l'héritage, c'est pas qu'une histoire de famille ou de jalousie, c'est fondamentalement une question de pouvoir. Ce graphique montre comment le patrimoine net est réparti dans la population française. 50% des Français les moins riches avaient 4,8% du patrimoine total en 2009. Les 40% du dessus avaient 42,5% et les 10% au sommet avaient tout le reste, 52,7%. Et en 2023, les 10% les plus riches se partagent désormais 54,2% du gâteau. Ils ont gagné en pouvoir économique. Et oui, parce que le pouvoir de l'argent, c'est un pouvoir relatif. Si je veux acheter une maison à bord de mer, le plus important, c'est pas tant le prix annoncé, c'est surtout la situation de l'autre personne qui est intéressée. Si elle est plus riche que moi, c'est mort, je l'aurai pas. Et c'est pareil pour tous les autres biens et services. Et quand on revient sur notre graphe, on voit bien que ceux dont le pouvoir augmente le plus rapidement, c'est les 10% les plus riches. Même les 40% qui détiennent une grosse partie du patrimoine, ils sont en train d'en perdre du pouvoir au fil des années. Donc ça veut dire qu'entre 2009 et 2023, 90% des Français ont cédé du pouvoir économique aux 10% les plus riches. Donc non seulement la France est devenue un pays d'héritiers avec une différence importante entre ceux qui héritent et ceux qui n'héritent pas, donc les deux vitesses dont on parlait plus tôt, mais en plus de ça, sur notre graphe là, on voit qu'il existe une troisième vitesse, celle de ceux qui s'enrichissent plus vite que les deux autres. Ce sont les 10% qui ont le plus haut niveau de patrimoine et qui s'accaparent toujours plus de pouvoir économique et donc politique.
Bon, vous connaissez la chanson, hein, dans les 10%, en fait, il faut décomposer et on se rend compte que l'enrichissement est d'autant plus fort dans les 5% et même les 1%. En tout cas, il y a une petite partie de la population qui avance à une vitesse bien plus rapide que le reste, une petite partie de la population qui détient un pouvoir d'achat très très important et qui le transmet de génération en génération. Si on devait leur donner un petit nom, ça pourrait être... Des dynasties. Bah oui. Les super-héritages sont totalement sous-taxés et vont créer des sortes de dynasties et recréer une forme d'aristocratie financière qui ensuite a un agenda démocratique qui est celui qui fragilise notre pays. Ok, quelques chiffres. On a 50 milliardaires en France. Dans son rapport sur l'héritage de septembre 2024, Oxfam estime que 25 d'entre eux, qui ont plus de 70 ans, vont transmettre un patrimoine dont la valeur cumulée tourne autour de 460 milliards d'euros. En 2024, on a vu popper 9 nouveaux milliardaires, dont 7 sont des héritiers. Et puis aussi, un quart des milliardaires français est issu d'une de ces 3 familles. Sauras-tu deviner lesquelles ? Arnaud, Pinault, Bolloré ? Perdu, c'était Dassault, Besnier et Saadé. Surtout Dassault en fait, ils sont 6. C'est qui Besnier ? C'est ceux qui possèdent Lactalis. Ah, les produits laitiers, des sensations pures. Bon, des milliardaires chez nous, même si on n'est pas le pays européen qui en compte le plus, on n'en manque pas. Et ils sont plutôt bien au chaud, puisque d'après l'économiste Gabriel Zucman, la France est un véritable paradis fiscal pour milliardaires. En effet, grâce à un petit montage qui consiste à faire tomber leurs dividendes dans une holding plutôt que directement sur leur compte, ils ne sont taxés qu'à hauteur de 1,8% de leurs revenus réels. Une holding, c'est une entreprise écran qui vient se placer entre la famille et la grosse boîte qui crache des dividendes. Son but, c'est de récupérer le cash et de le réinvestir dans des produits financiers pour étendre l'empire, mais aussi dans des yachts, des jets privés, des véhicules et des résidences. Bref, des joujoux dont la famille pourra profiter à loisir, mais qui, officiellement, ne leur appartient pas directement. Donc, pas d'impôt. Bon, donc on a des milliardaires chez nous, ils héritent ou vont bientôt hériter de la fortune de papa. Ah oui, parce que c'est pas un environnement qui a l'air de laisser beaucoup de place aux femmes, l'héritage des milliardaires. Allez lire l'enquête du Monde sur les grandes successions françaises, c'est quasi que des histoires de patriarches, pseudo-dictateurs, machos et mégalos. Je te raconte pas le diagnostic psychologique des enfants qui grandissent là-dedans. Moi aussi, raconte un peu. Bon d'accord, mais alors juste un peu. Alors on a Bolloré par exemple et ses cadres dirigeants qui le comparent à un pirate. Et alors que 2 de ses fils, qu'il qualifie lui-même de ses 2 fils utiles, genre l'autre ne l'est pas, ambiance, ces 2 fistons donc ont des postes importants à la tête de la holding familiale. Bon, le fils pas utile, lui, il est beaucoup plus bas dans la hiérarchie, mais regardez ce que l'article du Monde raconte au sujet de sa fille. Sa sœur, Marie, celle dont Vincent Bolloré parle, semble-t-il, si peu à ses proches, s'est pour sa part retrouvée propulsée au cœur de l'un des dossiers les plus compliqués Autolib. Pas un cadeau de la vie générale pour une jeune femme timide qui n'a pas le bagage pour gérer un bras de fer avec la mairie de Paris après l'arrêt du service d'autopartage. Je la laisse faire, commente alors Vincent Bolloré, jamais en reste d'une saillie misogyne. Parce qu'avec les femmes, si on leur confie le volant en leur disant à tout moment accélère ou freine, ça finit mal. Ah oui, t'as raison. Ambiance. T'as aussi Bernard Arnault, qui prépare sa succession comme s'il s'agissait de la passation du trône de fer, à tel point qu'un de ses fils dit « Il est notre père, bien sûr, mais aussi notre patron ». Ça doit être sympa les dimanches en famille, style meeting brainstorm pour la prochaine stratégie de fusion-acquisition du groupe. Et puis c'est incroyable, on perçoit à travers tous ces articles que le champ lexical de la dynastie est utilisé partout par les cadres des différents groupes. Le plus parlant, c'est un cadre du groupe LVMH qui compare la succession du fils prodigue à la première chasse à courre du dauphin. Il dit « L'échec est impossible, il y a des cavaliers à droite et à gauche, le piqueux et les chiens qui rabattent le cerf vers lui, et pour finir, le dauphin pose pour la postérité avec le tableau de chasse. » Bref, les ultra-riches refilent leur entreprise à leurs enfants, des dynasties capitalistes secrets. Et alors, c'est quoi les conséquences pour nous ? On a un champ d'études en économie politique qui s'appelle démocratie inégalitaire, qui étudie la manière dont les inégalités affectent les décisions législatives. Ce que ce champ trouve, et notamment dans ce papier de 2018, c'est que le creusement des inégalités ne semble pas encourager les politiques à lutter contre ce phénomène. Pourtant, dans les sondages, les gens disent bien que les inégalités sont un problème pour eux, mais malgré tout, les politiques ne s'emparent pas du sujet. Pourquoi ? Alors là, vous nous voyez venir, c'est forcément à cause de Bernard Arnault, qui, quand il dîne avec Macron l'été dernier, exigeait qu'il fallait à tout prix éviter un Premier ministre de gauche. Toi, tu dînes souvent avec Macron pour lui faire des recommandations de ministre ? Non, c'est pas arrivé souvent.
C'est dommage, hein, ça aurait été sympa de lui toucher 2 mots à propos de ta taxe foncière trop importante à Bordeaux, là. Hein. C'est vrai. Bon, alors en réalité, c'est vrai que ce manque de motivation des politiques concernant l'intérêt du plus grand nombre peut s'expliquer par des éléments moins directs que la simple influence des plus riches. Par exemple, on peut mentionner l'omniprésence du logiciel néolibéral pour raisonner. Eh ben oui, mettez-vous à la place d'un politique qui cherche du financement pour une action quelconque. Si vous raisonnez dans un cadre de pensée qui vous dit que les marchés fonctionnent parfaitement, le privé c'est mieux que le public et il faut surtout pas faire de déficit, eh ben ça réduit vos options. C'est une forme d'autocensure. Option 1, pour trouver de l'argent, on pourrait augmenter les impôts des plus riches. Ah bah surtout pas, parce que ce sont des entrepreneurs ou investisseurs bien plus efficaces que l'État. Donc ils savent mieux que nous quoi faire de leurs sous. Leurs investissements vont certainement ruisseler vers les plus pauvres, hein, ce qui est complètement faux, hein, ça a été démontré maintes et maintes fois. Les économistes parlent d'une idée zombie qui refuse de mourir. Bon alors, option 2, pour trouver de l'argent, on pourrait faire du déficit public et s'endetter. Ah bah surtout pas non plus, hein, l'État est tellement nul en investissement, mieux vaut laisser le privé s'en occuper. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste comme option du coup ? Eh ben, on pourrait faire l'aumône auprès des grands patrimoines et des grandes entreprises. Hein. On leur demande gentiment s'ils veulent bien aider à financer ci ou ça. Et en contrepartie, on écoute leurs doléances. Mais dans leur logique d'accumulation, ils ne savent réclamer qu'une chose. Ils veulent payer moins d'impôts pour enrichir leurs actionnaires déjà riches. Du coup, on aboutit à un mécanisme idéologique qui agit de manière automatique, tellement on ne se pose même plus la question. Autre mécanisme indirect auquel on peut penser, le découragement des plus pauvres. Hein. À force de rien voir changer, toute une partie de la population ne croit plus en la politique, ne s'y intéresse plus ou ne va carrément plus voter. Les promesses de réduction des inégalités ne sont plus porteuses car les gens n'y croient pas. Ils ont intégré l'idée, pourtant totalement fausse, qu'on ne peut rien y faire, que les plus riches sont intouchables et que donc il faut aller chercher des coupables ailleurs. C'est la faute des woke et des arabes, surtout ceux qui mettent des bonnets à la télé. C'est le résultat de l'islamisme dont on t'a parlé, c'est exactement ça. Ces mécanismes indirects, s'ils étaient les seules explications à l'inaction des politiques pour réduire les inégalités, eh ben ça nous ferait pas dire qu'on a un problème de dynastie. Si c'était qu'un problème d'éducation des politiques et des gens en général, alors il suffirait de faire, je sais pas moi, des vidéos sur YouTube. Le truc, c'est que les chercheurs ne s'arrêtent pas à ces mécanismes indirects, bien au contraire. Ils pointent aussi de nombreuses influences directes entre super riches et politiques. Et oui, parce qu'il n'y a pas simplement eu un dîner entre un milliardaire et le président. Cette proximité entre les riches et le politique, eh ben, on la retrouve dans leur mode de vie, dans leur quotidien. Ils fréquentent très souvent les mêmes cercles, ils vivent dans les mêmes quartiers de Paris, leurs enfants sont scolarisés dans les mêmes écoles, ils vont en vacances aux mêmes endroits. Il y a de quoi développer de sacrées théories du complot quand on regarde sur Wikipédia les collèges et lycées des enfants des grandes fortunes, des personnalités politiques, des éditorialistes et des présentateurs télé. Adam Smith avait déjà remarqué cette proximité il y a plus de 2 siècles. Il expliquait que les plus riches avaient l'oreille du pouvoir par défaut, alors que les simples travailleurs, eux, parce qu'ils n'avaient pas le droit de s'organiser, n'étaient ni consultés ni entendus. Ça ne faisait pas d'Adam Smith un syndicaliste pour autant. En revanche, il a clairement écrit qu'il était du devoir des politiques de trancher les débats entre travailleurs et patrons dans le sens des premiers, les travailleurs, pour rétablir la justice. Attention, citation de Smith pour faire classe. Toutes les fois que la législature essaye de trancher les démêlés entre les maîtres et leurs ouvriers, ce sont toujours les maîtres qu'elle consulte. Aussi, quand le règlement est en faveur des ouvriers, il est toujours juste et raisonnable. Bon, le politique qui tranche en faveur des travailleurs, ça me semble pas hyper réaliste sans des syndicats puissants. Et des syndicats puissants, ça a été le cas au milieu du XXe siècle, mais bon, aujourd'hui, à l'ère de l'auto-entreprise et de l'ubérisation, on en est loin. Autre explication, le pantouflage. Il y a des allers-retours permanents entre le monde des affaires à haut niveau et le monde politique. Macron lui-même était un banquier d'affaires, et pas un banquier d'affaires en mode stagiaire en bas de la pyramide, proche des intérêts des cols blancs en général. Non, un banquier d'affaires proche des hautes sphères et de leur intérêt à eux. Et puis, les milliardaires achètent des médias, financent des think tanks. Ils positionnent leurs pions. Ça leur permet de nier d'intervenir directement, alors qu'en réalité, c'est quasiment ce qui se passe. Et en effet, un Bolloré ne dit certainement pas à un Hanouna ce qu'il doit raconter à l'antenne. Mais en même temps, pas besoin, puisque le second a parfaitement compris les intérêts du premier. Et si jamais le subordonné devait dévier de la ligne voulue par le maître, il sera immédiatement remplacé. Ça marche un peu pareil avec les think tanks. On finance des gens qui écrivent des trucs qui vont dans notre sens. Si vous voulez savoir comment ça marche, allez demander aux industriels du tabac ou du pétrole.
Et pour finir, il y a le financement des campagnes politiques. Alors bon, chez nous, c'est pas le pire, mais aux US, un petit chiffre, 80% du financement des campagnes est privé et assuré par seulement 30 000 individus. Donc c'est le 0,01% qui finance les campagnes. Avec ça, tu m'étonnes que les élus évitent de parler de redistribution. Tout ça pour dire que oui, malheureusement, plus les inégalités augmentent, plus les politiques semblent s'en foutre. On le voit parce que les inégalités en hausse ne provoquent ni l'adoption, ni même la discussion sérieuse de lois qui permettraient de réduire ce phénomène. Et parmi les raisons qui expliquent ça, les liens étroits entre le pouvoir politique et les grands capitaines d'industrie y est certainement pour beaucoup. D'ailleurs, plutôt que de parler de capitaine d'industrie, on pourrait dire autocrate ou dictateur, parce que le monde de l'entreprise, c'est clairement pas la démocratie. Et puis quand on constate que ces autocrates font hériter leurs enfants, bah là, ça ressemble carrément à de l'aristocratie, quoi. Les grands barons du capitalisme font hériter leurs enfants et décident des lois. Est-ce que c'est vraiment le monde dans lequel on veut vivre ? Bon, clairement, les craintes de 2017 sur la transformation de la France vers une société d'héritiers se sont révélées correctes. La part de l'héritage dans les revenus des ménages continue de progresser et avec elle, les inégalités de patrimoine. Donc il faut pouvoir faire ce constat aujourd'hui. Nous vivons dans une société d'héritiers où les coups de pouce de la famille, s'ils n'ont jamais été négligeables, sont redevenus centraux. Que ce soit pour aider à payer les 600 € de loyer pendant les études ou la transmission d'empires économiques qui vont permettre d'influencer la vie politique de notre pays entier. Cette société d'héritiers, c'est une réalité nouvelle pour beaucoup de Français, une réalité qui n'est pas encore tout à fait comprise, notamment par les seigneurs de la France des propriétaires. Ceux-là même qui sont, pour beaucoup, protégés par leur capital immobilier et qui ne mesurent pas tout à fait comment la valeur du travail a pu tant s'éroder ces dernières décennies. C'est aussi présent chez les plus jeunes, qui peuvent avoir du mal à mesurer comment le coup de pouce financier des parents à 20 ans permet de changer radicalement la trajectoire économique d'une vie. Et la prise de conscience est d'autant plus ralentie que les discours médiatiques et politiques dissimulent sans arrêt cette réalité en mobilisant la valeur travail, en se focalisant sur l'individualisme des jeunes, leur flemme légendaire qui les empêche même de traverser la rue pour se créer un avenir. Si vous suivez nos chaînes, Blast ou d'autres médias qui tentent de présenter la France telle qu'elle est, vous comprenez que le marché immobilier est en train d'étouffer l'économie française, que l'héritage transforme en profondeur notre société, et qu'il va falloir un changement radical pour accompagner le vieillissement profond qui a et va se poursuivre dans les prochaines décennies. Mais en plus d'avoir à gérer cette société d'héritiers, comme si c'était déjà pas suffisant, il va aussi falloir trouver comment éviter la prise de contrôle par les dynasties capitalistes. C'est comme ça que l'on peut, en partie, comprendre les crises démocratiques qui secouent beaucoup de pays 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Partout, des familles se sont enrichies à un tel point que la mobilisation de leur pouvoir politique pour défendre leurs intérêts nous éloigne de l'intérêt général. Et oui, parce que, en plus de s'être promis la liberté et l'égalité, et malgré les astérisques, notre République invite les Français à se considérer comme frères et sœurs. Elle nous invite à agrandir notre vision de la famille, d'y inclure toutes les personnes avec qui nous partageons la gouvernance de ce morceau de territoire. D'une certaine manière, elle nous invite à partager notre héritage avec celles et ceux dont nous partageons le destin, y compris dans ces heures les plus sombres. Parce que c'est justement dans ces moments-là que l'on découvre que ceux qui avaient à choisir entre les biens matériels et l'âme de la France, les biens matériels ont choisi à leur place. Les possédants sont possédés par ce qu'ils possèdent. Petite citation qui nous vient de la plus haute figure de la droite française depuis la Libération, Charles de Gaulle. Alors que nos droites actuelles semblent s'évertuer à donner la France aux dynasties et que les tensions internationales s'affirment, notre histoire doit servir d'avertissement. La valeur d'un citoyen français ne se mesure pas à l'épaisseur de son porte-monnaie. Bon, et en vrai, c'est la même chose pour un média, parce que ce qui compte, c'est surtout son indépendance. Donc, si vous voulez user du pouvoir politique que vous confèrent vos euros, n'hésitez pas à faire un don à Blast, un média garanti sans dynastie. N'hésitez pas non plus à suivre nos chaînes pour plus de sujets économiques, et nous, on se retrouve dans un mois. Dire qu'on a un impôt. J'ai dit quoi? Qu'on a un pot. Oups. Qu'on a un pot de départ. On a un pot de départ à 16h. Qu'on a un pot de départ confiscatoire sur l'héritage. Il y a pot. Il y a pot. Avec un petit trolley là. Oui.